5 habitudes des leaders. Beaucoup de gens se trompent sur ce qu'est vraiment un leader. Ils associent un certain romantisme au leadership, ils pensent que c'est être intrépide, responsable et avoir l'autorité ultime au sein d'une structure de pouvoir. Ainsi, le leadership a tendance à attirer les personnes qui ont soif de pouvoir. Cela aboutit souvent à ce que les dirigeants exercent ce pouvoir de manière imprudente, ce qui peut conduire l'entreprise, et le dirigeant, à s'effondrer et se brûler. Le leader réticent est tout aussi courant. C'est une personne dont son leadership a été imposé par son organisation sans avoir son mot à dire en la matière. Cette personne est choisie pour devenir un leader en raison du bon travail qu'elle a accompli ou en raison de sa loyauté envers l'entreprise, avec peu d'attention accordée à la question de savoir si elle ferait ou non un bon leader. En effet, tout comme la programmation, la comptabilité et la gestion de projets, le leadership est une compétence. C'est une compétence pour laquelle vous pouvez avoir une affinité naturelle, que vous pouvez développer et cultiver. Et c'est certain que vous devez la traiter comme telle pour devenir le meilleur leader que vous puissiez devenir. La bonne nouvelle est que si cette compétence est un trait inné pour certains, c'est aussi une compétence que nous pouvons entraîner et développer, avec pratique et dévouement. Dans cet article, nous allons voir 5 habitudes des leaders. 1. Restez calme. L'une des habitudes les plus puissantes d'un leader véritablement responsable est de rester calme, peu importe ce qui se passe autour de lui. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en tant que leader, c'est votre travail de donner le ton au bureau. Imaginez un instant que vous venez d'apprendre que votre entreprise est gravement endettée et qu'il va falloir procéder à des licenciements. Vous avez maintenant 2 options. L'une est de paniquer, de crier et même de blâmer votre personnel. L'autre option est de rester calme, d'absorber l'information et d'en livrer des nouvelles de manière honnête mais optimiste. Votre attitude est extrêmement cruciale, car il définit également la manière dont votre équipe réagira. Lorsque vous êtes dans une crise financière en tant qu'entreprise, la dernière chose dont vous avez besoin est que tout votre personnel cesse de travailler correctement. Lorsque le personnel panique, il cesse bien sûr de travailler correctement. C'est pourquoi c'est le travail du leader d'être calme et de communiquer à son équipe qu'il est bon de rester calme. D'autre part, c'est aussi l'un des traits de caractère qui est considéré comme alpha par beaucoup, c'est-à-dire la capacité de contrôler sa propre émotion et de prendre la meilleure décision pour le groupe dans son ensemble. 2. Prendre des décisions rapides. Nous avons déjà pu voir que le leader véritablement responsable n'a rien à voir avec la version caricaturale dont nous avons discuté au début. Les cris et les fanfaronnades ne font que créer de mauvais sentiments, qui ne sont pas propices à une équipe hautement productive et heureuse. En fait, votre position doit être prise avec un calme noble. Votre rôle est de vous sacrifier, en mettant vos besoins émotionnels au second plan par rapport au groupe. Cela signifie rester totalement calme, lorsque le monde s'effondre autour de vous afin que votre équipe puisse continuer à travailler au mieux de ses capacités. De même, c'est aussi votre travail d'assumer la responsabilité lorsque les choses tournent mal. C'est cette préoccupation qui empêche en réalité de nombreuses personnes de devenir des leaders naturels. Prenons du recul un instant et examinons un exemple banal de la vie domestique. Imaginons que vous soyez au supermarché avec votre partenaire, et qu'il vous demande quelle saveur de soupe vous voulez pour le dîner. Une réponse courante est de dire « Prends ce que tu veux, ça ne me dérange pas ». Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Cela signifie généralement que vous souhaitez que l'autre personne soit heureuse en la laissant choisir. Mais en faisant cela, vous transférez la responsabilité à cette personne de passer un bon ou mauvais dîner avec le choix de la soupe. Et peut-être que la vraie raison pour laquelle vous n'avez pas voulu prendre cette décision est que vous ne vouliez pas qu'il soit mécontent de vous. Finalement, ce désir d'être aimé a en fait placé plus de pression et de stress chez votre partenaire, et vous a fait paraître indécis avec un faible leadership. Maintenant, la situation se joue au bureau, chaque fois qu'on vous demande de prendre une décision concernant l'achat, la marque ou le marketing, vous ajustez ou retardez en permanence. Les indécisions sont la preuve que nous ne voulons pas prendre de responsabilité et nous ne voulons pas nous engager dans ce qui pourrait s'avérer être une mauvaise décision. Mais les leaders forts doivent assumer leurs responsabilités et prendre des mesures décisives qui inspireront leur équipe.
3. Avoir de l'empathie. L'un des traits les plus importants de tout grand leader est l'intelligence émotionnelle, ou EQ. Ce terme fait référence à votre capacité à comprendre les émotions, et donc les motivations des autres. En tant que leader, cela vous donnera la possibilité de comprendre pourquoi quelqu'un pourrait être motivé à terminer le travail que vous avez défini, ou pourquoi il pourrait ne pas se sentir enclin à le terminer du tout. De même, cela signifie que vous pouvez mieux choisir la langue et la formulation correcte pour obtenir la réponse souhaitée de quelqu'un. Ceci est particulièrement important, car la façon dont vous donnez une instruction peut complètement changer le ton et donc la probabilité d'être suivi. C'est quelque chose qui manque beaucoup aux dirigeants, et cela peut entraîner d'énormes difficultés dans les milieux professionnels. La bonne nouvelle est que l'intelligence émotionnelle est quelque chose qui peut s'améliorer. Cela équivaut à la sensibilité. Mais comment allez-vous mesurer un concept aussi abstrait ? Eh bien, tout dépend à qui vous vous adressez et en fait, il existe 3 modèles distincts, chacun avec son propre point de vue sur le sujet. Le modèle de capacité. Le modèle de capacité vient des psychologues Salovey et Mayer qui décrivent le Q uniquement en termes de capacité. Dans ce cas, c'est la capacité de percevoir et d'intégrer l'émotion, et la capacité de raisonner sur l'émotion, le tout dans le but final d'améliorer la croissance personnelle. Cela englobe également la capacité de gérer les émotions, c'est-à-dire de ne pas s'envoler à la moindre provocation et de savoir comment calmer les autres. Les tests basés sur le modèle de capacité sont les plus similaires aux tests de QI, mais dans certains cas, la réponse est plus subjective, bien que guidée par des normes sociales. Le modèle mixte. Le modèle mixte introduit par Daniel Goleman suggère que le Q englobe un vaste éventail d'aptitudes et de compétences distinctes, mais se concentre également principalement sur le leadership. Ces compétences et capacités peuvent généralement être décomposées en éléments suivants. La connaissance de soi. L'autorégulation. La compétence sociale. L'empathie. La motivation. La question de savoir si la motivation peut ou non être considérée comme un aspect de l'intelligence émotionnelle est cependant un point controversé. Ainsi, la validité du modèle mixte est remise en question, mais il reste cependant l'interprétation la plus populaire parmi les entreprises en raison de l'accent mis sur les compétences en leadership. Le modèle de trait. Le modèle de trait de Konstantinos Vassili-Petride est celui qui considère l'intelligence émotionnelle plus comme une série de traits que de capacités. Cette différence subtile suggère un ensemble de capacités moins entraînables. En fait, ce modèle va jusqu'à suggérer que le Q elle-même est un trait de personnalité et devrait être évalué dans des cadres de personnalité plus larges. Le modèle de trait est mesuré via l'auto-évaluation, ce qui peut le rendre peu fiable, mais il a donné naissance à l'un des tests de Q les plus populaires, le questionnaire sur l'intelligence émotionnelle des traits. La morale de l'histoire est qu'aucune théorie de l'EQ n'est parfaite, vous devez donc utiliser votre propre Q pour évaluer votre capacité et celle des autres. 4. Savoir expliquer la raison du pourquoi. Une bonne communication naît en partie de cette intelligence émotionnelle. Un exemple de ceci peut être vu lors du choix de la manière de livrer les instructions. Quelqu'un avec une faible intelligence émotionnelle peut ordonner à ses adeptes de simplement faire ce qu'ils disent, continuer, et ne poser pas de questions. Mais cela a tendance à irriter les gens, car cela ne leur donne pas l'impression de faire partie intégrante de l'équipe et d'être respectés. Même si vous assumez la responsabilité de vos erreurs, cela ne signifie pas qu'il faille supprimer l'autonomie ou le crédit des personnes que vous gérez. De plus, lorsque vous ne donnez que des instructions directes, vous empêchez votre équipe d'être agile et adaptable à la situation. Si vous leur dites d'accomplir une certaine tâche d'une manière spécifique et qu'un problème survient, ils devront revenir vers vous afin d'obtenir des instructions supplémentaires sur la façon de procéder. Cela vous oblige à devenir un micro-gestionnaire. Une solution simple est de fournir une explication. Cela signifie qu'au lieu de dire « Allez récupérer les dossiers de tous nos clients récents », dites plutôt « Je cherche des informations sur Madame Doberman, pouvez-vous récupérer les dossiers de nos clients récents ?» Désormais, si les informations sont manquantes pour une raison quelconque, le membre du personnel peut rechercher d'autres moyens de récupérer ces informations avant de revenir vers vous afin de poser plus de questions. Vous leur avez donné les moyens de travailler de manière flexible,
ce qui leur a instantanément donné plus de contrôle sur leur propre travail. 5. Parler avec charisme. Si bon nombre de ces conseils ont porté leurs fruits sur les styles et les approches de leadership, il y a aussi des aspects plus simples à considérer. Par exemple, la façon dont vous parlez. Attirez-vous l'attention lorsque vous donnez des instructions ? Est-ce que les autres veuillent bien vous écouter lorsque vous parlez ? C'est encore une compétence que beaucoup de gens possèdent intrinsèquement, mais c'est aussi quelque chose qui peut être travaillé. Habituellement, lorsque nous remarquons quelqu'un qui prononce un discours très engageant, nous remarquons qu'il utilise de grandes gesticulations et des mouvements de la main. Ceci est efficace parce que les mouvements montrent que leur langage corporel est en accord avec ce qu'ils disent, ce qui nous fait croire davantage. En même temps, ces mouvements amples attirent davantage l'attention et aident à rendre la personne plus intéressante et plus dynamique. Essayez de parler avec émotion. Ressentez les mots que vous allez dire, et canalisez-les pour que tout votre corps puisse aussi exprimer ce que vous allez dire. En même temps, essayez de ralentir lorsque vous parlez. Nous avons tous tendance à parler rapidement, mais en ralentissant légèrement, vous pouvez en fait paraître plus confiant, plus intelligent et même mieux parler. Essayez de laisser un silence occasionnel entre les phrases. Lorsque vous faites cela, vous ferez preuve d'une immense confiance et d'une maîtrise. Vous faites attendre votre public sur la suite de ce que vous allez dire. Ces conseils peuvent vous paraître futiles, mais sachez qu'ils ne sont pas faciles à développer pour certaines personnes. C'est pourquoi, comme dernier conseil, vous pouvez envisager de prendre des cours d'art dramatique, ou même de faire de la comédie debout. Cela peut vous entraîner à vous habituer à parler devant un large public tout en restant calme. Le jeu d'acteur en particulier peut vous apprendre à projeter votre voix avec puissance et confiance, et utiliser pleinement l'espace. Mais quelle est vraiment la meilleure façon de paraître confiant, passionné et responsable ? C'est simplement ressentir et croire vraiment au message que vous transmettez. Si vous pouvez mettre en pratique ces 5 habitudes, vous développerez un style de leadership très engageant. Vous serez engageant, dynamique, confiant et deviendrez une personne en qui les autres pensent pouvoir avoir confiance. Vous venez d'écouter 5 habitudes des leaders, présenté par lesdéveloppements.com. Pour plus d'informations, lisez notre e-book « Devenir un leader influent » en cliquant sur le lien en description.